de temps en temps, quand on voit les paquebots qui passent, et bien surtout quand on était au bord de la mer, on voit, ça nous rappelle quand même le voyage de Saigon à Marseille. On était très malheureux. Parce qu'on est français, on a un nom français, on a la nationalité française, donc on ne peut pas rester là. Maintenant, le pays est indépendant. On n'a plus de raison d'être là. Bien, ça, c'est la valise qui est partie du Vietnam et qui a parcouru tant de distance du Vietnam jusqu'à Sainte-Livrade-sur-Lot. C'est une valise parmi tant d'autres qu'ont ramené les rapatriés français d'Indochine. Et dans cette valise, il y a tellement de souvenirs de là-bas et d'ici. Cette valise-là, elle ressemble à beaucoup d'autres au CAFI. C'est le parcours d'une vie d'un Eurasien qui a vécu là-bas et qui a gardé ce qu'il y a de plus important pour lui. Et pour nous, c'est une valise de témoignages. Ces photos-là, j'ai mis des années et des années à les stocker, à faire des recherches auprès des uns et des autres. Mais nous allons de toute façon continuer encore ce travail de fourmi. C'est un trésor pour nous et c'est quelque chose qui restera dans le lieu de mémoire. Donc ça, c'est déjà une grande fresque. La deuxième œuvre, ça, vous avez les tableaux du CAFI. Et ça, c'est également une deuxième fresque des gens du CAFI. Tous les gens du CAFI qui ont maintenant presque 80 ans. Con cũng lớn tuổi rồi ta bây giờ cái chân nó cũng hơi sụp giống ta rồi đó. Non, non, je te connais plus. Moi non plus. Alors, comment tu vas? Ouais, il m'a manqué. Quand je viens au CAFI, c'est mon enfance qui me vient à l'esprit, puisque j'ai passé mes 15 premières années dans ce camp, jusqu'au moment où mes parents ont dû quitter le CAFI. On n'est jamais libéré complètement. Une fois qu'on a vécu ici, on garde encore dans notre esprit tous les événements qu'on a connus ici, toute notre histoire, parce que ça fait partie de notre vie aussi. Donc on ne peut pas enlever notre racine. Donc je connais des gens qui ont coupé complètement toute attache avec le camp, qui n'ont rien voulu savoir de ce qu'ils ont vécu ici. Donc pour moi, il leur manque quelque chose d'important dans leur vie. Alors pour moi ici, retrouver tous les ans ma mère ici, mes frères, mes sœurs, retrouver les copains, comme au mois d'août ici. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous voulons rendre un hommage particulier à nos mères, si dignes, mais elles puisaient l'adversité, la force pour survivre et protéger leur famille.
Audio Jungle. Ça, c'est une photo de ma maman. Elle avait 34 ans. Je pense même qu'elle sortait de la clinique. C'est l'année où je suis née. Elle avait 34 ans. Et elle a dû faire une carte d'identité parce qu'on voit encore là la trace du tampon de l'époque. Voilà. Là, c'était la mode des cheveux comme ça. Là, c'était ma nounou qui avait mis un fer à friser sur du charbon, là. Et elle m'avait frisé tous mes cheveux. Et là, c'est toujours la nounou qui m'a emmenée au jardin Concap, Benoît Concap. Et nous, on est partis parce que je pense que c'était dans le mouvement. Hein, on est partis parce qu'on nous a dit de partir, parce qu'on est partis très vite. Ils nous ont emmenés dans un hangar à Saigon et ils nous ont distribué des habits. Et tous les enfants étaient habillés pareil. Et allez, vous partez. Et on a eu droit à exactement 600 francs. Puisqu'on était 3, c'était 200 francs par personne et 3 valises. Voilà, on est arrivé en France comme ça. Ma maman, elle s'est tout de suite adaptée à la France. Elle a dit, il faut aller de l'avant. Hein, c'est fini, c'est fini. Mais elle avait compris que c'était fini, pas moi. Moi, je n'avais pas compris que c'était fini. Et j'ai eu un souvenir vraiment très douloureux. C'est à la descente à Marseille. On a été encore dans un camp militaire, toujours, dans le Var. Et on est arrivé en 56, l'année où il a fait le plus froid. Et ça commençait, le printemps commençait, et les enfants, on allait jouer à la source. Hein, il y avait des tortues, donc tout le monde était très heureux, parce que ça faisait 2 ans qu'on était en camp, qu'on dormait par terre, et ensuite le bateau, quand même, qui avait pris 27 jours, et on est arrivé, enfin on pouvait jouer dans les cailloux avec les tortues et tout. Et tout à coup, j'ai senti un parfum. Je me suis retournée, c'était des narcisses. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que l'odeur m'a ramenée à Hanoï, à notre maison où on avait des narcisses sur la terrasse. Et là, je me suis aperçue que je n'avais plus de patrie. Et c'est drôle pour un enfant de 9 ans de se dire « j'ai plus de chez moi ». Je n'ai plus de patrie du tout, je ne sais pas dans quel pays on est là. Je ne sais pas dans quel pays on est. Et j'ai eu le sentiment de ne plus retourner dans mon pays. Et là, ça m'a fait mal. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Écoute, regarde. Oui, mais tu reprends un autre bout. Non, il y en a là, là. Ah oui, mais j'ai beau chercher. Mais bon. Dès le départ, j'ai pas connu son histoire. Il m'a pas beaucoup raconté. Il m'a simplement dit qu'il était né au Vietnam et qu'il connaissait pas ni son papa ni sa maman. Mais sinon, il n'a jamais voulu en parler. Il a toujours été très réservé sur ça. Jusqu'au jour où il y a sa cousine qui lui a téléphoné. Et puis là, il a commencé à me raconter un peu toute son histoire. Je pense que c'était traumatisant un peu pour lui.
parce que il est arrivé en France et puis personne ne voulait de lui. Il avait normalement son papa qui était en France, mais il n'a jamais donné signe de vie. Donc pour lui, personne ne voulait de lui, donc il a fait sa vie comme ça. Et après, quand il a retrouvé la famille, ça a été très dur. Et moi, je suis né en 1945. Et mon père a été rapatrié, blessé, et rapatrié en octobre 1946. C'est-à-dire qu'à l'époque où il m'a quitté. Donc on a dû être ensemble peut-être 2 ou 3 mois, voire 5 mois, pas plus. Et donc je ne peux pas demander à un homme qui n'a pas vécu beaucoup avec son fils de me reconnaître formellement. Je pense que mon père savait que j'étais vivant et il savait où il pouvait me retrouver jusqu'à l'âge de... jusqu'à mon service militaire. J'étais encore suivi par la FOEFI, c'était encore facile de retracer. Mais je ne pense pas qu'il avait envie de chercher. Donc c'est un schéma qui est arrivé à nombre d'entre nous et il faut le prendre comme ça vient, c'est tout. Quand ma mère m'a mis à l'orphelinat, à Cholon, là oui, j'ai pleuré. Et les jours qui ont suivi, ce jour-là, on était tous, parce qu'on avait tous cette image, c'est les enfants à la grille du collège, à espérer que maman vienne. Et au bout d'un certain nombre de jours, on se dit non, elle ne viendra plus. Là, ça fait mal. Ça fait mal de pleurer vers sa mère et de se dire, maintenant, il va falloir que tu grandisses tout seul. Mais mon père ne m'a jamais manqué. Alors, ils sont où, ma famille? Je dirais que j'ai plus de racines avec ma mère qu'avec mon père. Ma mère, elle est née à Yangbe, et c'est là que je suis né. Donc, pour moi, c'est là mes origines. Les origines qui viennent de mon père, ça ne compte pas. Ça ne compte pas parce que, quelque part, c'est quelqu'un qui est venu au Vietnam, qui a fait un gosse et qui est reparti. Donc, ces origines-là, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est que je sais où ma mère m'a mis au monde, et c'est elle qui compte. C'est le dossier du CAFI, ça. Ouais, pour le moment, je n'ai jamais osé toucher encore le dossier de la famille. Pourtant, ça fait des années que je viens faire des recherches ici pour mes besoins professionnels. Mais bon, c'est peut-être parce que c'est pas le moment. Mais en tout cas, je n'ai pas encore une envie pressante pour le faire. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Quand je suis arrivée ici et qu'on m'a demandé de classer les archives du CAFI qui avaient été récupérées à Sainte-Livrade-sur-Lot, je ne connaissais pas du tout cette histoire et je me suis plongée complètement dedans à travers les archives dans lesquelles j'ai pu vraiment mesurer, palper tout l'aspect humain d'une histoire et toute la souffrance
cette population dans ce lieu particulier. Quand je découvre les dossiers, les divers documents que j'ai classés, bien entendu, je ne peux pas tout lire. L'archiviste ne peut pas lire tous les documents. Mais quand même, le regard est attiré par certains documents et je découvre parfois des situations très très douloureuses. Et puis, au fond, aussi une politique qui, pour moi aujourd'hui, 60 ans après ce rapatriement, est difficilement acceptable. Juste avant la décision de rapatriement, donc en fait en 1955, au sud du Vietnam, les familles étaient accueillies par les assistantes sociales qui renseignaient un petit dossier sur la situation de la famille, sur le niveau de vie de la famille, le niveau intellectuel aussi. Et déjà, ces premiers éléments allaient orienter la famille plutôt vers tel ou tel camp, tel ou tel endroit. On voit qu'il n'y avait pas une égalité entre guillemets de traitement, parce que Sainte-Livrade, c'était le pire du pire. Voilà, mais les familles qui arrivaient à Sainte-Livrade ne le savaient pas. Et quand je dis ça, j'ai beaucoup de peine parce que, en fait, comment dire, on était amené à gérer la situation et l'avenir d'une famille, et en l'envoyant cette livrade, on l'a condamné quasiment à ne pas avoir d'avenir. Pour moi, ça m'amène à quelque part communier avec cette population et cette histoire. Et d'ailleurs, cette histoire, elle ne concerne ces personnes qui sont passées dans le camp, mais elle me concerne à moi aussi parce que c'est une partie de l'histoire de la France, donc c'est une partie de mon histoire. Et pour moi, c'est important d'avoir pu classer ces archives, de pouvoir ainsi restituer cette histoire aux protagonistes, à ceux qui l'ont faite, mais également à tous mes concitoyens. C'est important qu'en France, on connaisse cette partie-là de notre histoire. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oui, personnellement, je pense que le CAFI, au départ, devrait exister comme ça. Mais quand, en tant qu'enfant, on ne prend pas conscience de ce problème douloureux. On ne prend pas conscience, c'est vrai. Mais c'est 50 ans après ou 30 ans après qu'on prend conscience que cette douleur des parents, c'est très très forte, très forte. Il est difficile pour nous de s'en sortir. C'est la seule façon de s'en sortir, c'est de faire des études longues. Et là, bon, mais le temps qu'on part à les études longues, c'est des années. Des années, donc, mais au camp, elle souffrait de la solitude, peut-être, je ne sais pas.
Mais bon, maintenant la vie est tournée, la page est tournée. Et je suis revenu, c'est pour elle. Je voulais faire quelque chose pour elle. Je voulais construire quelque chose pour elle. Mais à travers elle, c'est toutes les femmes de ce café. Kinh cầu nguyện bình an cho toàn thể các cụ già ở đây được mạnh khỏe, được sống vui với con cháu và các anh chị cũng mạnh khỏe để mà sống cùng với các cụ để duy trì cái văn hóa mà tổ tiên ông bà mình đã trao truyền, đó là cái nền văn hóa thờ Phật, thờ mẫu. Moi, je fais partie des enfants qui sont arrivés quand ils avaient 1 an. Donc, je n'ai pas connu le Vietnam. Je n'ai pas connu l'Indochine. Et les aînés qui étaient là, comme ils avaient des souvenirs, eux. Et ils nous racontaient les histoires de l'Indochine, mais nous, on ne comprenait pas parce que pendant ce temps, il y avait la guerre au Vietnam. Alors, quand on posait des questions, nos parents ils nous disaient oh, ne parle pas de ça, c'est une histoire qui est loin, on veut tout oublier. Donc, on imaginait un pays qui s'appelait le Vietnam et pas un pays qui s'appelait l'Indochine. Parce que nous, on est Français d'Indochine, on n'est pas des Vietnamiens. Et on avait du mal à dire qu'on était Indochinois, parce qu'on ne comprenait pas. Donc, notre jeunesse, pendant la guerre du Vietnam, était dans ce camp. On était insouciants. On ne s'intéressait pas trop aux affaires du Vietnam, mais on sentait bien que nos parents, quand ils regardaient la télévision, ou certains avaient des nouvelles, ils pleuraient. Ils pleuraient beaucoup, mais ils ne racontaient pas. Ils ne disaient rien. Ils disaient, pourquoi ils ne disaient rien? Peut-être avaient-ils honte, peut-être avaient-ils de la peine, mais ils avaient du mal à parler. Ils ne voulaient pas parler. Ben, c'est quand ils ont décidé de casser le CAFI, le camp de Sainte-Livrade qui va être démoli, on s'est dit, mais toute la mémoire, toute l'histoire qu'il y avait dans ce camp va disparaître. Et on est arrivé en 1956, il fallait se taire. Il ne fallait pas parler de notre problème. Les parents, ils avaient peur d'être expulsés. Alors on a dit, si casser les maisons, on ne pourrait plus parler. On n'aura pas d'écrit, on n'aura pas de photos, on n'aura pas de films. Donc il fallait se dépêcher pour garder la mémoire du camp. Audio Jungle. C'est ma belle-mère qui m'a appris à faire le vin cool comme ça. Parce qu'elle est métisse, ma belle-mère. Pour moi, les souvenirs du camp, c'est triste. On a été parqués par le gouvernement français, provisoirement, mais comme ça dure tout ça. Mais j'ai pas de rancœur pour la France, pas du tout, parce que c'est bon, ma terre d'accueil. Heureusement qu'on était tous ensemble en communauté et puis nous n'avons pas perdu la tradition vietnamienne. Pas mince comme toi, ma chérie. Tu vas au soleil, il faut que je te mette... Tu fais un bisou à Banoï. Allez, maintenant à toi de te cacher quelque part. Ah, alors, je me cache quelque part, mais tu vas me voir. Longtemps, hein, je ne savais pas comment il était mon père. Je voudrais mettre un visage sur cet être-là. Mais après, les années passent, hein, je n'y pense plus. Je ne pense même pas sans la guerre. Que serais-je devenu? Qui serais-je? Je dois l'accepter. Il faut avoir une pensée positive. C'est ça qui m'aide beaucoup, hein. C'est ça. J'ai arrêté de me poser cette question-là. Il n'y a pas de si. Ma vie est faite comme ça. C'est à moi de m'avancer pour transmettre à mes enfants et mes petits-enfants. Et arrivé à 50 ans, je cherche mon identité. Con cò, nhớ con cò không? Con cò bay lá bay qua rừng núi, bay về đồng xanh.
Tình tình ta tan tình tình cô nàng nào cô nàng ơi rằng cô biết là biết cho chàng. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir dans cette association un réseau des amis du CAFI. Notre génération, je pense que a compris que nos parents n'ont pas pu demander ce qu'ils devront avoir comme droit, comme attribution, comme aide, etc. Donc nous, c'est vrai que notre génération, la deuxième surtout, on est bien sortis du camp. Et c'est grâce à ça que, bon, maintenant, nous avons pu monter cette association pour, justement, pour réclamer ce que nos parents n'ont pas pu le faire. Petit à petit, on s'est aperçu, disons, à travers l'association, à travers tout le travail de mémoire que nous avons fait, c'était quelque chose qu'il fallait d'abord assumer et ensuite faire comprendre cet état des choses à nos enfants pour qu'ils puissent, disons, surmonter eux-mêmes leurs propres les limites qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Le fait qu'au 15 août, les familles entières sont revenues avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, tout ça, pour montrer, voilà, ça s'est passé de cette façon-là, à tel endroit, et c'est vos parents, vos grands-parents qui ont vécu ici, dans telle ou telle condition. Donc ça a permis, je pense, qu'ils prennent conscience, justement, de l'histoire de leurs parents et que ça fait partie de leur propre histoire. Je suis rentrée dans le CEP CAFI, je trouve que j'ai trouvé ma place parce que je connais mieux l'histoire de l'Indochine française et donc je peux me présenter plus facilement auprès des Vietnamiens ou auprès des autres communautés. Donc je me sens à l'aise. C'est une histoire qui est humaine, qui est belle, parce que dans ce camp, donc, les gens se sont aperçus qu'ils ne vivaient pas que pour eux-mêmes, qu'ils considéraient que leur propre destin, à titre individuel, il pouvait disparaître, il pouvait être éclaté. Alors que là, dans cet endroit-là, il y a eu une solidarité qui s'est créée, il y a une vie commune, donc... Et dans cette vie commune, justement, les destins n'ont pas éclaté. Les destins, ils sont restés eux-mêmes. Et ils ont montré qu'en restant eux-mêmes, ils arrivaient à faire de belles choses. Ici, ce sont des logements sociaux qui viennent de construire depuis 2011. Et pendant 58 ans, nous avons vécu dans d'autres bâtiments qu'on va voir après, très très vieux, des bâtiments vétustes et certainement insalubres. Et il y a des mamies qui n'ont pu vivre qu'1 mois et après elles sont parties. Les vieux bâtiments, on en voit ici. On a gardé les vieux bâtiments témoins qui sont devenus lieux de mémoire. Voilà, oh là, j'ai trouvé des marrons. Ça me rappelle mon enfance quand j'allais à l'école avec mon petit frère et ma petite sœur. Je portais mon petit frère sur le dos et ma petite sœur, elle tenait le cartable. Ma mère, elle nous avait acheté un seul cartable parce qu'on n'avait pas d'argent. Elle a dit 1 pour les 3, ça suffira. Parce que le petit n'avait que 3 ans et demi, il n'avait pas besoin de cartable, il n'avait pas besoin d'apprendre. Et puis les 2 filles, vous partagez le cartable. Quand elle nous a acheté le cartable, elle nous l'a mis sur le dos et elle nous a dit « Et maintenant, vous partez à l'école et ne faites pas honte à votre pays. » Voilà ce qu'elle nous a appris. Il faut montrer de quoi on est capable. Et j'ai toujours gardé dans l'esprit la phrase de ma mère. J'ai toujours pensé à ça et j'ai fait toutes mes études en étant boursière nationale.
Nous, les gens de mon âge, ont tous bien réussi. Garçons ou filles. Ce n'est pas parce qu'ils ne reviennent pas au CAFI, au camp, on ne les connaît pas, mais ils sont très discrets et ils ont très très bien réussi. On était toujours tête de classe de toute façon, donc ils n'étaient pas moins que moi ni plus. On a tous très 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 bien réussi. Et ça, c'est une question de transmission. Et la transmission, elle est familiale. Hanoï. Dans Laval. Là. En fait, quand on était sur le bateau pour venir en France, on avait déjà tourné une grande page de notre vie. On a vieilli très vite. On a appris à se défendre très jeune. Mais ce sont des enfants sans attache. Des enfants sans attache, et c'est difficile pour un enfant sans attache après de créer une famille. Parce qu'à cette famille, il manque la racine. Et on est incapable de donner des racines à notre vie. Donc, on est des enfants, comme dirait une Eurasienne que j'ai rencontrée, on est un peu comme les fleurs sans racines. On flotte et on est nulle part. Mais bon, on fait avec. Je pense que quelque part, beaucoup d'entre nous aimeraient bien savoir d'où ils viennent réellement. Et je pense, enfin moi personnellement, c'est plus du côté de ma mère que du côté de mon père. Donc j'attache énormément d'importance à savoir les choses de ma mère, mais comme il n'y a pas d'écrit, donc je suis perdu. J'ai des écrits pour mon père, à qui j'attache très peu d'importance, et j'ai pas d'écrit pour ma mère, à qui j'attache énormément d'importance. Donc je suis perdu. Je suis, comme disent les Français, paumé. Je suis venue en France à un âge, j'avais 11 ans, donc à un âge suffisamment avancé pour se souvenir. Donc je tiens à faire en sorte à ce que ces souvenirs-là restent à travers mon livre. C'est un livre assez triste dans le sens où nos parents ont beaucoup souffert et je l'ai ressenti moi, cette souffrance. J'ai écrit, c'est surtout pour mes enfants, pour qu'ils gardent les racines de leur pays natal et pour ses descendances, pour qu'on n'oublie pas que nous venons d'un pays et que nous étions forcés de quitter. Même si en vivant en France, on est heureux, on aime la France, mais il y a nos racines qui sont très importantes pour moi. Et je tiens surtout aussi à valoriser tous les sacrifices de ma mère. Et ma mère, c'est vraiment le témoin de beaucoup de femmes vietnamiennes qui ont vécu la même chose. Voilà, c'était pour ça, c'est un hommage à nos mères. Parce qu'en fin de compte, je pense que les racines sont très, très importantes. Comme on dit, ma grand-mère avait l'habitude de dire qu'un arbre sain, quand on le coupe, et les racines sont toujours là, donc il peut repousser cet arbre. Et c'est exactement ce que nous ressentons après 60 ans en France. L'arbre, il est coupé, mais les racines restent puisque c'est un arbre sain. Audio Jungle. Bằng đọc đi, đọc quyển kinh to đi. Audio Jungle. Kinh gì? Kinh gì? Kinh Bát. Kinh. Đọc đi. Audio Jungle. Cứ đọc to lên đi. Đọc đi. Ông nó biếu cho con mà. Cô con gái, cô mà Triệu Dân đấy. Hà Linh, có nhớ không? Đấy, cô ấy đi Việt Nam, cô ấy nói mang về cho mang nhé. Audio Jungle.
Jungle. Voilà, pour moi, il y a deux attitudes. Je connais des gens qui sont soit révoltés contre la société française, soit ils renient complètement qu'ils viennent du CAFI. Donc, ils se veulent donc bien intégrés dans la société française. Ils ne veulent pas que les autres ils sachent qu'ils viennent du CAFI. Avec mes amis de notre association, nous avons, disons, dépassé ce problème en disant que nous devons, au contraire, ne pas cacher nos origines et puis, au contraire, mettre en valeur, dire que voilà, nos origines, disons, sont respectables, qu'il n'y a pas de honte à dire que nous venons, que nous sommes nés au Vietnam, que nos parents sont vietnamiens, que nos parents sont français également, et puis de dire que voilà, c'est toute une période que la France n'a pas voulu reconnaître, mais que nous revendiquons au contraire, et c'est pour ça que nous avons fait toutes ces actions pour mettre en valeur la mémoire du CAFI. Depuis un certain temps déjà, j'assume complètement le fait que je viens de deux cultures différentes. Donc la culture qui vient de mes parents et puis la culture de ma formation en Europe, en France. Et on sent toujours qu'il y a quelque chose en nous qui est resté donc vietnamien. Pour moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition. En fait, je me sens plus riche en parlant avec mes amis français de France. Je me sens plus riche du fait que je suis né au Vietnam. Je voudrais revenir de la source parce que j'ai du sang vietnamien dans les veines. Đến ở mấy người cùng mình giống mình nên là một là nước tính nét cũng giống nhau. Mais tout ce qui est triste, tout ce qui est pavé, on oublie, on conserve de bons souvenirs, Moi je crois que c'est la meilleure solution pour vivre. Si vous gardez le mauvais souvenir, ça vous empêche de vous éclater. Le sang vietnamien dans les veines quand même, hein, c'est le courage, hein, la persévérance. Hein, on a ça. Hein, on se serre les dents, on travaille dur, hein, 10 fois plus dur qu'un enfant normal pour y arriver. Parce que comme tous les Vietnamiens, les mamans sont très ambitieuses et très courageuses. Ils nous poussent, hein, un travail jour et nuit pour essayer de nous élever, de nous donner une bonne éducation pour passer les études. Hein. Peut-être si mon père était vivant, je serais certainement mieux, mais on ne garde peut-être pas un bon souvenir, c'est-à-dire on arrive à tout seul y arriver. On est beaucoup plus fier quand même qu'il y a papa derrière, maman derrière. Thì hôm nay bún riêu đi rồi tới ngày mai ngày mốt rồi mình làm thịt nướng. Đúng rồi, làm thịt nướng bún chả. Cái này ăn với bún chả ngon lắm nha. Thì ăn cái này avec nấu bún riêu. Bún riêu. Nấu bún riêu đúng là có cà ngoài kia kìa. Nó thơm lắm đấy toi. Mình lấy cà ngoài kia mình làm với bún riêu cái này. Ông thấy ở đây có mấy cái lá sâu nó ăn rồi đấy. Chứ mà Paris ít có khi mà nó có cái nó thơm như vậy. Trời ơi, nó thơm quá cái tito này. Như là bên nhà, không khác gì. Rồi cái trúc năm nay đẹp quá, hay trúc Nhật nè. Cái này trúc Nhật á. Mỗi lần mà làm cái vườn này thì nghĩ là tới cà phê. Tại sao? Tại vì hồi xưa cha mẹ mình trồng thì có trồng trước cửa cái nhà. Cái nhà của mình thì có bầu. Thì ở đây thì
là nhà anh cũng muốn trồng cây bầu. Tại cây bầu là cái xứ sở của mình. Cha mẹ đã đem từ Việt Nam mà qua đây. Mà mình làm cái bầu, ở bên cha mẹ mình cũng làm bằng cái dạng bầu. Cái dạng bầu này nó làm bằng gỗ, mà cái gỗ hồi đời xưa người ta giục đi đó, mình làm. Thì đây cũng vậy, cái gỗ hồi đời xưa giục đi, ở chỗ này nó giục đi thì mình cũng lấy làm lại. Giống hệt vậy. Mà điều trồng cũng được, mình cũng ăn được bầu. Mỗi lần ăn là nhớ tới cà phê của mình. Đấy, thế là mình cũng là có sức, có mai là phước là mình có cái vườn. Mình mới trồng được mấy cái cây này. En fait, l'histoire de faire des retouches avec un camion sur les marchés, quand on est descendu dans le sud, moi j'étais à la retraite, donc il n'y a pas de souci pour moi, mais pour ma femme, il y avait encore du temps de travail avant la retraite. Du coup, on a pensé à utiliser ses compétences de couturière, mais tout en restant chez nous. Et donc on a investi dans ce camion, on a mis une machine à coudre dedans, et puis vogue la galère quoi. On a choisi 3 marchés au début, puis on a vu qu'avec 2 marchés on arrivait à s'en sortir. Donc les seules nouvelles que j'ai eues de ma mère, c'était dans les années 58-59. Il y avait des Français qui revenaient du Vietnam. C'était des gens qui avaient des plantations là-bas et qui revenaient en France. Et donc ils sont venus à la Foy-Fille pour me donner des nouvelles de ma mère. Et c'était les seules nouvelles que j'ai eues jusqu'à ce jour-là. Et elle travaillait en fait dans une plantation comme cuisinière comment dirais-je, comme cuisinière dans une plantation de caoutchouc. Merci. Et la robe que tu as fait, c'est Madame... Il y a les nappes, il y a les... Eh oui. Ça me rend triste, j'aime pas le voir malheureux. J'aurais aimé qu'il retrouve sa maman. Ça m'aurait fait mon plus grand plaisir. Mais bon, on ne l'a pas retrouvée. Je ne sais pas si on pourra la retrouver un jour. C'est vrai qu'au début, je lui ai demandé plusieurs fois de rechercher un peu sa famille, mais il ne voulait pas. Il a dit c'est qu'ils ne veulent pas de moi, donc... on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc j'ai respecté son choix et puis c'était comme ça. Je ne veux pas voir mon mari malheureux parce que ça me fait mal. Je veux qu'il soit bien parce que il n'a pas toujours été heureux dans sa jeunesse. Donc je veux lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux maintenant. Voilà. Maborique. Et espérer finir nos jours ensemble.
Tous ceux qui quittent leur pays, quand on est en France, on n'est pas tout à fait français. Vous voyez? Et puis quand on est au Vietnam, on n'est pas tout à fait vietnamien. C'est vrai, il y a un problème d'identité pour nous les Viet Kieu. Moi je suis j'ai envie de dire que j'ai deux nationalités. Je suis ni l'un complètement, ni l'autre complètement. Je pense que j'ai deux nationalités. Je me sens moi. J'ai mon identité à moi, je suis moi. Bien sûr, je suis de citoyenneté française. Je suis mariée à un Français, j'ai des enfants français, je vis en France, j'ai la culture française. Mais je vois bien que dans mon éducation que j'ai reçue, comment je fais à la maison, mon comportement, mon éducation et l'éducation de mes enfants également, ce n'est pas français. On est mixte. Le plus important pour moi quand je pense au CAFI, c'est-à-dire c'est le fait que les gens qui viennent du Vietnam comme ça, qui arrivent dans une terre qu'ils ne connaissent pas, c'est que ils arrivent à rester eux-mêmes. Ils arrivent à rester eux-mêmes, à savoir qu'ils savent qu'ils viennent d'une tradition et qu'ils ont voulu respecter, perpétuer, continuer la tradition qu'ils ont toujours connue. C'est ça pour moi le plus important. On pense que le Vietnamien n'a pas connu les Eurasiens et les Français n'ont pas connu les Eurasiens. Pour eux, c'est chacun de son côté. Et il est écrit nulle part, à part les Eurasiens qui ont écrit, mais les Français n'ont écrit nulle part qu'ils ont créé cette race d'Eurasiens. Et les Vietnamiens, c'est écrit nulle part qu'il y a eu des Eurasiens qui sont partis en France. Enfin, je pense. Quelque part, on nous a oubliés. Mais une chose que je regretterai peut-être toute ma vie, c'est l'absence d'une photo de ma mère. Je l'ai là, son visage, mais il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de souvenir. Et ça fait mal. Audio Jungle. Audio Jungle.